Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial pour de nombreux parents d'enfants autistes, le risberdal. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur ses effets et à vous demander s'il existe d'autres solutions. Justement, une maman qui vient de rejoindre le groupe Facebook privé de l'Académie de l'autisme m'a confié que le risberdal avait provoqué énormément d'angoisse chez sa fille. Ce témoignage, comme tant d'autres, montre que ce médicament n'est pas anodin. On va voir ensemble ce qu'est vraiment le risberdal et comment il agit sur le cerveau, les effets secondaires souvent inestimés, pourquoi ce n'est pas une vraie solution durable et surtout quelles alternatives naturelles existent pour aider votre enfant à faire autrement. Le risberdal, c'est un médicament qui est souvent prescrit aux enfants autistes pour calmer les crises, réduire l'agitation, l'opposition ou encore l'agressivité. Beaucoup de parents se retrouvent un jour dans le bureau d'un médecin qui leur dit « Allez, on va essayer ça pour l'aider à être plus calme. » Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ou du moins la seule solution? Alors le risberdal, c'est quoi exactement? Notre cerveau fonctionne grâce à des messagers que l'on appelle des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des messagers du cerveau, donc, qui permettent aux neurones de communiquer. S'ils sont bloqués, l'information ne passe plus comme il faut. Alors c'est quoi le problème? C'est que chez certaines personnes, notamment les enfants autistes, qui ont des troubles du comportement, le cerveau peut fonctionner trop vite ou trop fort sur certaines zones, ce qui peut entraîner de l'agitation, des crises, voire des comportements agressifs. Le rôle du neuroleptique, c'est un médicament qui va ralentir cette activité cérébrale en bloquant certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui permet la circulation d'informations entre certains types de neurones. Le résultat, c'est que l'enfant devient souvent plus calme, moins agité, moins impulsif. Mais attention, ralentir le cerveau, c'est pas anodin. C'est comme si on mettait un coup de frein brutal sur une voiture qui roulait trop vite. Parfois, elle ralentit trop et a du mal à repartir. C'est pourquoi les effets secondaires sont fréquents. Fatigue, manque d'énergie, troubles du sommeil, difficulté de la concentration. Certains enfants deviennent comme éteints ou peuvent aussi développer des tics nerveux. Les neuroleptiques, comme le risberdal, ne sont pas une solution en soi. Ils ne réparent rien, ils calment juste les symptômes en mettant un frein chimique sur le cerveau. C'est un pansement, mais ça ne traite pas la cause des comportements difficiles. C'est pourquoi il est essentiel d'explorer des alternatives naturelles qui vont rééquilibrer le corps et l'esprit sans effets secondaires. Personnellement, j'ai accompagné des dizaines de familles qui se posaient ces mêmes questions. Certains ont vu des effets positifs au début, mais d'autres ont très vite constaté des effets secondaires très lourds. Grosse fatigue, prise de poids importante, troubles hormonaux. Et souvent, ce qui pose problème, c'est que ce médicament n'agit pas sur la cause du comportement. Il ne fait que masquer temporairement les symptômes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire ce live pour qu'on en parle sans tabou et surtout pour vous montrer qu'il existe une autre approche plus naturelle, plus respectueuse du fonctionnement de l'enfant. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a vu pourquoi tant d'enfants autistes se retrouvent sous risberdal, on va parler de quelque chose d'essentiel: les effets secondaires et les limites de ce traitement. Parce que oui, au-delà de son effet calmant sur le moment, il y a l'envers du décor, et il est souvent bien plus lourd que ce que l'on nous dit dès le départ. Quand on donne du risberdal à un enfant, au début, on peut se dire « ça marche !» Il est plus calme, il crie moins, il se jette moins par terre, mais très vite, on se rend compte que ce calme a un prix. Beaucoup de parents me disent que leur enfant est devenu épuisé, somnolent toute la journée. Il ne joue plus comme avant. Il est là, mais sans vraiment être là. Un peu comme si son énergie vitale avait été aspirée. L'un des effets secondaires les plus fréquents est la prise de poids. Le métabolisme ralentit, l'appétit augmente et l'enfant prend plus de poids très rapidement. J'ai vu des enfants prendre 5 à 10 kilos très rapidement. Et forcément, plus de poids, ça veut dire moins d'énergie, plus de frustration et d'autres problèmes de santé derrière. Concernant les troubles hormonaux, certains garçons développent
une gynécomastie, c'est-à-dire une augmentation mammaire. Et chez les filles, ça peut provoquer des dérèglements hormonaux. Il y a même les cas où les analyses montrent une augmentation de la prolactine. C'est une hormone qui n'a rien à faire en excès chez un enfant. Les effets sur le comportement, eh bien, paradoxalement, certains enfants deviennent encore plus irritables après quelques mois. Soit parce que le corps s'habitue et il faut augmenter les doses, soit parce que le médicament perturbe d'autres fonctions cérébrales. Résultat, on finit par remettre en question son efficacité sur le long terme. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le Risperdal, c'est vraiment un pansement sur une plaie ouverte. Ou alors, comme on dit, un pansement sur une jambe de bois. Il ne règle aucun problème de fond. Il ne travaille ni sur les causes des crises, ni sur les besoins sensoriels de l'enfant, ni sur les difficultés de communication qui déclenchent souvent ces comportements. Le problème est qu'on le présente comme la seule solution, alors qu'en réalité, il existe une autre approche bien plus efficace et surtout plus naturelle pour le développement de l'enfant. Des parents que j'ai accompagnés m'ont dit « Mon enfant était un vrai zombie, il ne souriait plus, il ne mangeait plus. Il a tellement pris de poids qu'il ne voulait plus bouger et du coup il était encore plus frustré. Et dès qu'on a voulu diminuer, les crises sont revenues en pire. » Donc au final, les parents se retrouvent coincés. Soit ils continuent le traitement en supportant les effets secondaires, soit ils arrêtent et doivent gérer le retour de crise. Car on n'a pas travaillé sur les vraies raisons qui les déclenchent. Mais bonne nouvelle, il y a des moyens naturels et concrets d'aider l'enfant sans passer par des médicaments avec ces effets-là. Et c'est justement ce dont on va parler maintenant. Il va s'agir de l'alimentation, du nettoyage interne et d'une approche comportementale. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans précédentes vidéos, l'alimentation joue un rôle majeur dans le comportement des enfants autistes. Mais il y a un autre facteur tout aussi important, l'intestin. Ce n'est pas juste une question de nourriture, mais aussi de l'état du microbiote intestinal. Vous savez, le microbiote, c'est l'écosystème de bactéries qui se trouve dans les intestins. Et c'est directement lié à la santé mentale et émotionnelle. Vous pouvez vous référer à une vidéo précédente, enfin c'est plutôt un podcast, sur le pouvoir de l'alimentation sur le comportement et le cerveau. Concernant le nettoyage interne, c'est la clé pour un équilibre optimal. Le lien entre l'intestin et le cerveau est indéniable. Un intestin sain permet à l'enfant de mieux gérer les stimuli externes, de se concentrer davantage et de se sentir plus calme. Alors maintenant, on va parler de dysbiose. Ça signifie qu'il y a un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans l'intestin. Une flore intestinale dégradée peut mener à des problèmes digestifs, mais aussi à des troubles du comportement. Car certaines bactéries produisent des toxines qui affectent le cerveau, comme je l'ai expliqué dans précédentes vidéos, sur l'impact de l'alimentation sur le comportement et le cerveau. On va parler aussi de candidose. C'est un excès de levure intestinale, ce qui peut causer de l'inflammation et des symptômes de fatigue, d'irritabilité et de comportement impulsif. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la candidose, car c'est vraiment l'invité indésirable qui va saboter la santé. Imaginez un champignon microscopique appelé Candida, qui vit naturellement dans les intestins, dans la bouche et sur la peau. Il est censé être discret, bien équilibré avec les autres microbes du corps. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'il prenne trop de place. Et quand le Candida devient envahissant, il se met à proliférer comme un lierre qui envahit un jardin. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là qu'on va parler de candidose. Alors pourquoi c'est un problème ? Eh bien parce que ce champignon glouton se nourrit principalement de sucre et de glucides. Et en retour, il va libérer des toxines qui fatiguent le corps et le cerveau. Il va provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, diarrhée, constipation. Il va affaiblir le système immunitaire, rendant l'enfant plus fragile face aux infections. Et il va jouer sur le comportement, sur l'irritabilité, les crises, la fatigue extrême. Tout est chamboulé. Beaucoup d'enfants autistes souffrent de dysbiose intestinale.
un déséquilibre de bonnes et de mauvaises bactéries dans les intestins. Et la candidose peut empirer leurs troubles. Plus d'agitation et d'hyperactivité, des difficultés de concentration et des crises de plus en plus fréquentes, des douleurs abdominales qui rendent le quotidien encore plus compliqué. Alors vous allez peut-être me demander, ok Caroline, mais comment s'en débarrasser? Eh bien, ça va commencer par un changement d'alimentation. Et puis, en soutenant le foie, pour éliminer les toxines, et plein d'autres actions que nous transmettons dans le programme Socle. En résumé, une candidose, c'est un peu comme une mauvaise herbe qui pousse trop et déséquilibre tout organisme. Heureusement, avec une bonne stratégie, on peut retrouver l'équilibre et améliorer la santé et le comportement de l'enfant. Mais ce n'est pas sans compter le bouclier invisible du candidat, et j'ai nommé le biofilm. Si vous avez déjà essayé d'éliminer une candidose sans succès, c'est peut-être parce que vous n'avez pas pris en compte son arme secrète, le biofilm. Et c'est quoi le biofilm? Imaginez que ces champignons candidats, au lieu de vivre séparément, ils se regroupent et construisent une forteresse protectrice autour d'eux. Cette couche est composée de substances gluantes qui les rendent invisibles au système immunitaire et très résistants aux médicaments, aux antifongiques. C'est comme si le candidat mettait une armure qui empêche les traitements de l'atteindre. Alors en quoi c'est un problème? Eh bien, parce que les candidats résistent grâce à ça aux antifongiques et ça amène des difficultés à l'éliminer complètement. On pense que tout va mieux, puis ça revient. Ensuite, ils reproduisent des toxines qui aggravent la fatigue, l'inflammation et les troubles du comportement. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines candidoses durent des années sans qu'on comprenne pourquoi. Eh bien, pour éliminer le candida une bonne fois pour toutes, il faut d'abord casser le biofilm avant d'attaquer le champignon. Tout ce souci de candida, de biofilm, on le traite dans l'Académie de l'autisme. Et dans l'Académie de l'autisme, j'accompagne les familles avec des solutions concrètes, naturelles, pour gérer la candidose, éradiquer le biofilm, changer l'alimentation spécifique pour l'enfant avec une approche comportementale. Et donc, vous apprenez comment gérer ces problèmes de manière durable et surtout sans effet secondaire. Parce que si on ne casse pas ce biofilm, c'est comme d'essayer d'attaquer un château avec un lance-pierre. Une approche globale va permettre de détruire cette protection, d'affaiblir le candidat et de s'en débarrasser définitivement. Alors revenons à nos moutons, parce qu'il n'y a pas que le candidat, il y a aussi ce qu'on appelle la porosité intestinale ou en anglais le leaky gut. Cette condition se produit lorsque la barrière intestinale devient trop perméable et, de ce fait, permet à des toxines et autres substances nocives de passer dans la circulation du sang. Ça va créer une réaction inflammatoire dans tout le corps, y compris dans le cerveau, et ça va provoquer des changements d'humeur et des crises. Au lieu de bloquer chimiquement le cerveau avec le risberdal, il existe des méthodes naturelles pour aider votre enfant à gérer ses émotions et ses crises. Et tout ça, on vous le transmet à l'Académie de l'autisme. Ce sont des techniques de communication adaptées aux enfants autistes, des stratégies pour désamorcer les crises avant qu'elles ne commencent et de mettre en place un cadre rassurant et prévisible. Beaucoup de crises sont liées à un besoin non compris. En travaillant sur les besoins et en adaptant l'environnement, on peut réduire les comportements difficiles sans médicaments. Il y a aussi le comportement sensoriel. Et comment créer un cadre apaisant pour votre enfant? Parce qu'un enfant hypersensible a besoin d'un environnement qui respecte ses besoins sensoriels. Il va s'agir de réduire les stimuli, la lumière, les bruits agressifs, de mettre en place des espaces de détente sensorielle et d'adapter des routines pour un quotidien plus fluide. En combinant alimentation, approche comportementale et environnement adapté, on obtient des résultats durables. Alors en résumé, le risberdal n'est pas la seule solution.
Grâce à une alternative naturelle et respectueuse de votre enfant, vous pouvez améliorer son bien-être général tout en réduisant les comportements difficiles. L'alimentation et l'intestin influencent directement le comportement. L'approche comportementale permet de mieux gérer les crises et un environnement sensoriel adapté aide l'enfant à se sentir en sécurité. Avant de penser au risberdal, pourquoi ne pas essayer ces solutions naturelles?